Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler MotoGP. Alors, vidéo un petit peu particulière. Je me suis dit, tiens, après le Grand Prix des Pays-Bas, si on faisait un point sur cette première partie de saison, surtout que là, j'ai mis un petit peu de temps à regarder le Grand Prix des Pays-Bas, faire un petit point à mi-saison avant le Grand Prix de Silverstone qui aura lieu en août. Faire voilà un point sur ce qui s'est passé après ces 8 premiers Grands Prix de l'année 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette première partie de saison. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. TikTok, vous pouvez vous abonner avec les débriefs rapides des courses de cyclisme. Dès que je regarde un truc en direct, vous avez un débrief. Et puis également du côté de EPS 2.0, le podcast sur le sport, Amazon, Deezer, Spotify, Google. On commence tout de suite avec sa vidéo du côté de la MotoGP. Après 8 premiers Grands Prix, on peut déjà faire le bilan calmement de ce début de saison. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Déjà, c'est un peu le problème de cette première partie de saison. Ce qu'on peut notifier, on n'a pas eu beaucoup de spectacles. Déjà, l'année dernière, les années précédentes, c'était un peu quelque chose qu'on pouvait reprocher. Mais alors là, cette année, ça a été un petit peu au-dessus, avec une Ducati qui est au-dessus du lot, et surtout des courses. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu aussi 16 courses en réalité, hein, parce qu'on a 8 grands prix, 8 meetings, on va dire ça comme ça, mais avec 2 courses à chaque fois. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a provoqué une lassitude importante, je trouve déjà, à ce moment-là de la saison. C'est-à-dire que là, je suis content qu'il y ait une pause du côté de la moto. Alors que ça me le faisait de temps en temps avec la Formule 1. Là, ça me l'a fait vraiment plus sur la moto que sur la Formule 1 presque. Alors que pourtant, la saison de Formule 1 est pas dingue, hein. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de spectacles non plus. Mais là, vraiment, je me suis dit, ah, putain, quand Hassan est arrivé, déjà le Jacksonnerie, je me suis dit, ah, il va y avoir la pause de juillet, elle va faire du bien cette pause. Pas de spectacle, des courses sprint qui n'ont que peu d'intérêt, des difficultés pour tenter des dépassements. Ça, c'est à cause de l'aéro des motos qui est devenue beaucoup trop importante et ça crée de l'air sale. Et sur toutes les courses, vous avez des soucis à suivre une moto, ce qui n'était absolument pas visible il y a 6-7 ans. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que du côté de la réglementation, ça n'inquiète personne, alors que la MotoGP, son seul salut, c'est le spectacle par rapport à la F1. Si elle veut devenir aussi populaire que la Formule 1, il faut qu'elle crée plus de spectacles que la Formule 1. Sauf que là, il y en a encore moins, j'ai envie de dire presque, de spectacles à certains moments. Des difficultés pour tenter des dépassements, des motos japonaises qui ne sont pas dans le coup, et c'est terrible. Mais que ce soit Yamaha ou Honda, on n'est absolument pas dans le coup parce qu'on a pris énormément de retard au niveau de l'aéro, contrairement à Ducati, contrairement à KTM, contrairement même un petit peu à Aprilia, parce qu'on a pris du retard au niveau des moteurs, au niveau de plein de choses. Parce que le problème, c'est que les équipes japonaises sont un peu des paquebots et quand il faut changer du tout au tout, c'est un petit peu compliqué de manœuvrer un paquebot par rapport à un petit bateau de pêche. Comme peuvent l'être certaines équipes européennes. Et que là, il va falloir trouver des solutions vraiment parce que un championnat moto avec des équipes japonaises qui ne sont pas dans le coup, c'est quand même bien tristoun. Saison un peu particulière. Moi, je trouve que les courses sprint, c'était pas l'idée du siècle. On va revenir là-dessus. Mon avis sur les courses sprint, il est négatif, c'est-à-dire que je pense qu'on peut déjà faire un avis au bout de 8 courses. L'excitation qu'il y avait peut-être eu chez un certain public après 2-3 courses, c'est quand même très vite estompé. Comme ça s'était estompé du côté du Superbike assez vite. Hein. Là, je pense que tout le monde a compris que le samedi, c'est un sous-grand prix par rapport au dimanche. Et ça se voit notamment dans l'ambiance au niveau des tribunes qui est moins forte
je trouve, le samedi que le dimanche. Je pense notamment aux Sachsenring ou Mugello, où le samedi, en fait, c'était très calme au départ de la course sprint. Je trouve que ça met beaucoup de pression sur les pilotes. Faire un 0 pointé est pas loin d'être rédhibitoire maintenant. Ça va vraiment faire un week-end où tu performes sur aucune des deux courses. Ça devient très compliqué ensuite à gérer au niveau de ton championnat du monde. Je trouve que ça crée assez peu de spectacles. On a l'impression d'avoir 2 fois le même Grand Prix, le samedi et le dimanche. Je trouve que ça nuit au dimanche, parce que des fois j'ai eu l'impression vraiment de revoir la même chose. Et comme il n'y a pas de dépassement, autant ça aurait eu un intérêt peut-être il y a 5-6 ans, autant là il n'y a pas de dépassement, il y a une hiérarchie quand même très définie entre chaque moto. Voilà, si certains pensent qu'en termes de spectacle c'est bien, je peux vous dire que non. Et c'est pas arrivé en plus à bonne année, je pense, pour créer du spectacle. Et puis c'est trop dangereux. Moi j'ai peur parce que là on a eu que 8 courses en ce début d'année. C'est-à-dire qu'il y a eu des trous quand même entre chaque week-end. Il y a eu peu de week-ends où ça s'enchaînait vraiment énormément. On a des pilotes qui ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on a perdu Bastianini, Miguel Oliveira très vite, Marc Marquez à plusieurs reprises, qui est revenu, qui est reparti, qui est revenu. Alex Rins, Johan Mir. On a également Paul Espargaro, qui est toujours indisponible. Un Fabio Quartararo qui est convalescent également. Et on n'est même pas à mi-saison. La deuxième partie d'année, avec des enchaînements de week-ends, notamment en dehors de l'Europe, ça peut être vraiment une boucherie. Pour certains pilotes de certaines motos, ça peut être vraiment une boucherie. J'ai peur que vraiment on se retrouve à avoir des soucis sur certains Grands Prix. Voilà, qu'on ait quasiment plus de pilotes parce que voilà, on est... on a des équipes qui se disent au bout d'un moment, moi j'ai plus qu'un pilote. Si c'est Jonas Folger par exemple chez KTM, il n'y a plus que lui qui reste. On va pas mettre tous les moyens autour de Jonas Folger. Donc j'ai peur qu'il y ait des forfaits sur la deuxième partie de saison pour certaines équipes et certaines grosses équipes parce qu'on se dit ça vaut pas le coup. Tout simplement, on va avoir des gros enchaînements de week-end. Je pense notamment à l'enchaînement Indonésie, Australie, Thaïlande. Qu'il va falloir prendre en compte. L'enchaînement Malaisie, Qatar, Valence, en plus en fin de saison. Vraiment, ces 2 enchaînements de 3 week-ends de course sur 3 semaines. Ça risque d'être compliqué sur ces périodes-là. Quand les pilotes vont être sur les rotules, il peut y avoir vraiment des situations assez critiques à gérer. Mais bon, c'était un petit peu prévisible. On passe aux pilotes au top. Avant de passer au pilote au top, on passe au bilan des Bleus. On fait les choses dans le bon ordre, nom de Dieu. Du côté du bilan des Bleus, il y a eu du bon, du moins bon. Je commence avec Johann Zarco. Début de saison qui est intéressant parce qu'il a été en capacité d'enchaîner des résultats. Mais en même temps, du côté de Johann Zarco, j'ai l'impression qu'il a été plus en difficulté que d'habitude sur cette première partie de saison. Alors oui, il a réussi à enchaîner des résultats, les podiums, notamment que ça soit Mugello, Sachsenring, mais c'est des circuits où il a toujours été performant. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu son début de saison, j'ai l'impression que sur certaines courses, ça s'est quand même moins bien passé que les années précédentes. Il est quand même bien malmené par son équipier Jorge Martin, surtout depuis quelques courses, qui fait un super boulot. Et que ça, c'est pas forcément top pour Johann Zarco. Alors oui, il est 5e du championnat du monde. Et en plus, il a mal fini du côté des Pays-Bas, où il prend 0 points. Et c'est vrai que c'est vraiment pas top. Un gros souci, c'est les courses sprint. Il n'est pas à l'aise sur ces courses-là. C'est pas un truc qu'il aime. Et forcément, maintenant, ça va jouer aussi pour le recrutement des pilotes officiels. Être performant à la fois sur les courses sprint et sur les courses longues, ça va être prépondérant. C'est sur les courses sprint où il perd pas mal de points au niveau du championnat du monde par rapport notamment à Jorge Martin.
qui a plus d'abandons que lui. Lui, il n'a que 2 abandons. Non, Jorge Martin n'a que 2, mais il a 3 résultats en dehors des points le dimanche. Mais comme il a été très souvent présent sur les courses sprint, ça joue en défaveur de Johan Zarco. Mais on sent qu'il est capable de faire un top 5 au championnat du monde, ça c'est clair et net. Est-ce qu'il est capable de monter sur le podium de ce championnat du monde? Ça me semble là plus difficile. Parce que notamment vous avez Bezzecchi qui a réussi quand même à être assez régulier en termes de performance, qui est toujours présent en fait aux avant-postes Bezzecchi depuis le début de saison. Vous avez Jorge Martin qui semble très bien lancé, et c'est dommage même pour lui que la pause estivale arrive maintenant. Et puis Brad Binder, il fait quand même du bon boulot avec les KTM. Lui aussi, il fait du bon travail sur les courses sprint, Brad Binder. Donc ça peut peut-être être compliqué d'aller chercher mieux en termes de résultats, à part s'il arrive vraiment à trouver de la régularité. Et puis il arrive en plus sur une période, la deuxième partie de saison a toujours été plus compliquée pour Johan Zarco que la première partie de saison. Donc il va falloir voir comment il va réussir à gérer ça sur la suite de la saison, parce que c'est vrai qu'il est toujours mieux en début de saison qu'en fin de saison, Johan Zarco. Je poursuis avec Fabio Quartararo. Bon, le matos c'est pas bon. Ça, on est d'accord là-dessus. Le matos est pas performant. Il a tenté en début de saison, on va dire, de prendre des risques. Ça a marché qu'à Austin, presque, et encore. Parce que sur la course sprint, il prend beaucoup de risques et on voit que... En fait, le problème de Fabio, c'est que dès qu'il tente de quelque chose de nouveau, dès qu'il tente d'attaquer un peu plus que d'habitude, la moto lui échappe. Voilà. Il ne peut pas attaquer avec cette moto. Donc sur un rythme, entre guillemets, de croisière, ça se passe plutôt pas trop mal et c'est un pilote qui a marqué des points sur beaucoup de courses longues, à part à Assen, paradoxalement. Il a marqué des points, même s'il n'a pas marqué beaucoup de points. C'est ce qui lui permet d'être à 9e du championnat du monde, parce que par rapport à d'autres pilotes qui ont été beaucoup plus irréguliers, lui, il a marqué des points. Par contre, ce qui est assez surprenant du côté de Fabio, c'est que sur les courses sprint, on s'attendait peut-être à ce qu'il soit performant. Là, il n'arrive pas à être là parce que la moto n'est pas bonne. Et en qualif, ça a été pas loin d'être une catastrophe quand même. C'est-à-dire très peu souvent en Q2 et très peu souvent en première ligne depuis le début de saison. Et pour lui qui est un spécialisé qualification, ça montre qu'il y a un truc qui ne va pas. Après, j'ai eu l'impression que quand j'ai entendu l'interview de Vignales il y a quelques jours, Vignales disait, grosso modo, lui, il gueulait aussi chez Yamaha, qu'il n'a jamais vraiment été entendu et que peut-être qu'il aurait aimé avoir le soutien de Fabio Quartararo à cette époque-là et que Fabio Quartararo, lui, ça ne le gênait pas ce type de situation à ce moment-là et que maintenant ça le fait un peu sourire de voir Fabio en difficulté parce qu'il a dit qu'il aurait pu anticiper le coup. Il y a eu pas mal de changements. Quand ça va mal, souvent il y a des fusibles qui sautent. Bon, le fusible ça a été Eric Mahé. Alors je ne sais pas si Fabio lui reprochait le fait d'avoir renouvelé avec Yamaha et le fait que chez Yamaha il n'ait pas obtenu ce qu'il voulait. Mais Fabio Quartararo avait quelque chose à reprocher à Eric Mahé. On va voir comment ça va se passer en deuxième partie de saison pour Fabio. Mais faut pas qu'il se blesse. Là, la pause arrive au bon moment parce qu'il a eu pas mal de petits pépins physiques qui se sont accumulés, et notamment après sa chute à Hassan. Après, du côté de Fabio, j'ai peur que la deuxième partie de saison soit pas bien meilleure que la première et qu'il y ait une grosse lassitude et une vraie fatigue à un moment. Parce que quand ça ne va pas et quand ça ne fonctionne pas, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est très lassant et c'est difficile mentalement de réussir à rebondir à chaque week-end, à se remotiver à chaque week-end. Ça peut être quelque chose de difficile à gérer pour Fabio Quartararo. Et puis je termine avec Tech 3.
Alors Tech 3, ça a été compliqué, la perte de Paul Espargaro dès le début, mais je trouve qu'Augusto Fernandez fait du très très bon travail avec 42 points déjà marqués au championnat du monde. Il est 14e. La grande question, c'est que du côté de KTM, on a recruté Pedro Acosta et qu'on va le mettre chez KTM. Donc, est-ce que c'est le départ de Paul Espargaro? Est-ce que c'est le départ d'Augusto Fernandez? Ça serait dommage parce qu'il fait pour le moment du bon boulot et ça serait dommage de perdre Augusto Fernandez. Qui je trouve fait un travail vraiment honorable, notamment sur les courses longues. Voilà, il arrive vraiment à marquer des points, à être régulier dans le top 10 ou à la porte du top 10. Je trouve que voilà, il fait du bon boulot à Augusto Fernandez. C'est peut-être, il manque peut-être. Alors il y a eu le coup d'éclat au Mans, mais il aurait fallu qu'il y ait un autre coup d'éclat. Mais il a été régulier. C'est l'un des rares pilotes qui n'a pas abandonné en course longue depuis le début de saison. Donc il faut saluer aussi cette régularité d'Augusto Fernandez. Je rappelle qu'il est débutant et débuté cette année, c'était pas l'idéal, je pense. Donc non, il fait vraiment du bon boulot. Et du côté de Paul Espargaro, bah ouais, la blessure dès le début de saison lui coûte cher. Mais Paul Espargaro, il va être quand même sous pression parce qu'il a un équipier qui est déjà performant, que la situation chez KTM est quand même pas si simple. Avec Pedro Acosta, donc ouais, il va être sous pression pour l'Espargaro. Il va falloir vraiment qu'il se remette vite, parce que s'il est un petit peu en difficulté, bah, il risque de perdre sa place. Je pense chez KTM, on ne le gardera pas s'il n'est pas performant, donc il faut vraiment que là, il trouve du rythme très rapidement, le pilote espagnol. Bon, on regarde tout de suite, et désormais c'est le bon moment, les pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec le leader du championnat du monde, c'est Francesco Bagnaia. Il a progressé par rapport à l'année dernière, malgré quand même 3 abandons. Il arrive à être en tête du championnat du monde, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et quand on sait sa capacité à être performant sur la deuxième partie de saison, lui il est capable d'enchaîner les résultats vraiment sur la deuxième partie de saison. Si j'étais ses adversaires, je serais très inquiet parce qu'il a déjà pas loin de 40 points d'avance. Je vois difficilement qui va pouvoir aller le chercher. Peut-être Jorge Martin, s'il continue à être régulier, Jorge Martin. Mais je pense que Bezzecchi, ça sera compliqué. Et après, derrière, c'est un peu le néant. Je vois pas Johan Zarco, par exemple, aller chercher Bagnaia. Le seul truc pour Bagnaia, c'est de pas tomber, de pas se blesser. Voilà, ce qui pourrait lui coûter très cher. Et qu'avec ces week-ends sprint, ces week-ends avec 2 courses, la possibilité de blessure est beaucoup plus importante qu'auparavant. Faut pas se faire un syndrome d'éloge, faut éviter tout type de problème parce que sinon ça peut vous coûter très cher en termes de points. Mais pour le moment, oui, il est un petit peu sur notre planète. Il arrive à garder une marge de sécurité là où ses adversaires ont beaucoup de mal. Il fait pas d'erreur depuis 4-5 courses. Oui, il avait enchaîné les erreurs, Argentine, Austin. Voilà, il avait enchaîné les fautes, mais là, ça fait depuis quand même quelques courses où il fait plus d'erreurs et où il est dans le coup et où il marque des gros points. Même quand la moto est peut-être un peu moins bonne, il arrive à marquer des 2 gros points. Pour l'instant, je vois difficilement qui va pouvoir aller chercher Bagnaia par Jorge Martin. Et puis, c'est inquiétant parce que, encore une fois, il est encore plus performant que l'année dernière. Est-ce que c'est le nouveau Rossi s'il remportait un deuxième titre d'affilée, on pourrait commencer à bien faire le comparo quand même, parce qu'il a une maîtrise en plus. Il sait très bien finir les championnats. Parce que même à l'époque du Moto2, il finissait très bien les championnats. Donc on sait que la deuxième partie de saison, c'est des circuits qui lui conviennent. Donc il faut faire attention à Bagnaia. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pilote le plus performant sur la grille MotoGP. Je continue avec KTM. C'est le jour ou la nuit KTM par rapport à l'année dernière. Et ça fait du bien de voir KTM être performant et de voir les 2 pilotes officiels KTM être performants. Que ça soit Miller ou que ça soit Brad Binder,
Ils ont réussi à être performants. Alors on aurait aimé un peu plus de régularité avec Jack Miller, mais bon, on sait à quoi s'attendre avec l'Australien, hein. La régularité, c'est pas sa spécialité, mais il a été capable de gros coups d'éclat. Mais il fait encore un peu trop de fautes, mais bon, je pense que ça sera pendant toute sa carrière le problème de Jack Miller. Et Brad Binder, il a fait des super grands prix où il fait des super départs, des super remontées. C'est-à-dire que c'est l'un des pilotes qui se qualifie le moins bien, mais qui a, je pense, plus de points au championnat du monde. Et surtout, cette KTM, elle est performante. C'est-à-dire que c'était l'un des soucis. La puissance moteur, ils l'ont. La vitesse de pointe, ils l'ont. Et le châssis, cette année, ils ne se sont pas plantés. Et c'est la différence par rapport à l'année dernière, où au niveau châssis, ils s'étaient un petit peu plantés, hein. Ils n'avaient pas choisi véritablement le bon châssis pour faire la saison. Et ça leur avait coûté très cher. Là, ils ont tout bien fait. Alors, on va voir si ça va se poursuivre en deuxième partie de saison du côté de KTM. Mais c'est vraiment une... Voilà, ils font du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot à l'intersaison. Si Jack Miller et Binder sont ensemble encore l'année prochaine, ce qui devrait être le cas, ça va faire quand même une équipe sacrément dangereuse. Et puis, classement constructeur, ils sont placés. Championnat du monde, ils sont placés aussi. Donc voilà, il y a des choses à aller chercher sur la deuxième partie de saison et il y a de la motivation à avoir sur la deuxième partie de saison. Bezzecchi, il est très régulier depuis le début d'année. Bezzecchi, c'est pas forcément une surprise parce que l'année dernière déjà il avait fait des bonnes choses. Voilà, là il est encore un niveau dessus, mais c'est une demi-surprise on va dire Bezzecchi. Mais je trouve que ouais, c'est vraiment du bon boulot qui fait le pilote italien de la VR46. Ça va peut-être nous donner des beaux duels dans les années à venir. Il mériterait d'aller chez Pramac, mais c'est pas si facile que ça, on va dire. Mais je pense que de toute manière, à un moment, on va y réfléchir parce que si VR46 passe chez Yamaha, ce qui est un petit peu dans les tuyaux, on va dire, ça va donner des idées à Ducati. Je pense s'ils veulent garder Bezzecchi, il faudra qu'ils le prennent chez Pramac. Peut-être au détriment de Johan Zarco. Après, il faudra voir également ce que fait Bastianini sur la deuxième partie de saison et l'année prochaine, mais peut-être déjà dès la deuxième partie de saison, parce que pour l'instant, Bastianini, c'est un petit peu difficile avec sa reprise de blessure. Mais Bezzecchi fait vraiment du bon job et il est performant. Donc voilà, c'est du bon Bezzecchi pour le moment. Et puis la VR46, c'est une équipe qui là aussi a des choses à jouer en deuxième partie de saison. On va voir s'ils vont réussir à tenir avec ces Ducati de l'année dernière, parce que peut-être que l'écart va se creuser quand même avec les machines GP 2023. Et puis Jorge Martin pour finir, il a enfin trouvé la régularité. C'était le gros défaut de Jorge Martin, c'était la régularité. C'est-à-dire que c'était un pilote qui était rapide, mais qui n'était pas régulier. Ça a toujours été son énorme problème dans sa carrière. Et bien là, il a enfin trouvé la régularité. Donc à partir de ce moment-là, il va devenir très dangereux. Et ça va être un pilote très sympa à voir sur la deuxième partie de saison. C'est vraiment l'un des pilotes que j'attends le plus sur la deuxième partie de saison. De voir ce qu'il va être en capacité de faire. Parce que vraiment, c'est un pilote qui a le talent, qui est très rapide, qui sait se mettre en rythme rapidement, qui a un super talent en qualification. Il a tout pour être champion du monde. Il lui manquait que la régularité. Si maintenant il a la régularité, il va être sacrément dur à aller chercher. Et c'est peut-être, je dirais plus Martin, moi qui m'inquiète pour Bagnaia. C'est peut-être le seul pilote qui peut aller chercher Bagnaia en ce moment, c'est Jorge Martin. Donc ça va peut-être nous relancer un petit peu le suspense pour la fin de saison. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On termine cette vidéo avec les bonnets d'âne. Et on fera le point sur les différents classements. Du côté des bonnets d'âne, pour cette Moto GP 2023, cette première partie de saison, on commence avec Honda. Il n'y a rien qui va chez Honda. C'est-à-dire que la moto n'est pas bonne. Bon,
ça peut arriver, ta moto est pas performante. Mais ta moto est dangereuse. Tu as des pilotes qui ne sont absolument pas en confiance avec cette machine, qui ne comprennent pas cette machine. C'est un problème qui n'est pas nouveau. C'est un problème, encore une fois, que dénonçait déjà Karl Crutchlow en 2018-2019. Donc ça fait depuis 5 ans que tu traînes ce problème-là, que tu n'as pas réussi à le régler et que c'est maintenant devenu une catastrophe. Ton châssis Kalex, alors peut-être qu'il apporte un peu de facilité d'utilisation, mais c'est pas pour ça que tu es beaucoup plus rapide et c'est pas pour ça que tes pilotes arrivent à mieux s'en sortir en termes de pilotage. Et puis, plus personne n'a envie de bosser avec toi aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui, un Nakagami ou un Marquez. De toute façon, on en a parlé avec Marquez, hein, on sait que KTM, Ducati, voilà, je pense qu'il est en train de regarder un petit peu chez tout le monde, Marc Marquez. Mais je pense que c'est pas le seul. Je pense que même Nakagami, si on lui faisait une proposition de la VR46 ou une proposition chez Aprilia, chez RNF, il serait d'accord pour partir. C'est-à-dire que la moto est tellement mauvaise, il n'y a tellement pas de perspective d'évolution à court, moyen terme de cette moto. Même, vous avez un pilote essayeur qui n'a même plus envie de rouler sur cette machine, tellement il dit que la machine est catastrophique. C'est un pilote essayeur quand même, c'est son job de tester des choses. Il n'a même plus envie de rouler sur cette moto. C'est pas très rassurant pour l'avenir. Vous avez en plus beaucoup de pilotes qui sont blessés. Mir et Rins, à part la victoire pour Rins du côté de Austin, mais qui était en fait qu'un chant du cygne, l'arbre qui cachait la forêt, vous utilisez l'expression que vous voulez, du côté de Rins, là aussi, on n'a pas on n'a pas trouvé le mode d'emploi, et ils ont 4 pilotes qui sont quand même pas des branquignoles. C'est-à-dire que Marquez, Nakagami, Rins, Mir, c'est quand même des pilotes qui sont d'un certain niveau. Et il n'y en a aucun qui arrive à s'en sortir. C'est des pilotes qui ont des styles de pilotage qui sont quand même différents. Aucun n'arrive à s'en sortir avec cette Honda. La moto est mauvaise. Il n'y a pas de perspective d'évolution. Je crois que en plus, du côté du Japon, on n'a pas compris le niveau de catastrophe, le niveau de difficulté dans lequel on était chez Honda. Ça sent pas très bon quand même pour la suite. Parce que je pense que cette année, ils vont pas trouver beaucoup de solutions. Et ce qui veut dire que pour 2024, je suis pas convaincu que la moto marchera diablement plus fort et que sera largement plus performante. Donc, c'est un petit peu inquiétant quand même du côté de la firme japonaise. On poursuit avec Aprilia. Je trouve que la moto est en régression par rapport à l'année dernière. Alors, il faut dire qu'ils sont face à des ogres, hein, Ducati et KTM, il y a d'énormes moyens. Aprilia a quand même un peu moins d'argent. Mais je trouve qu'ils n'ont pas apporté énormément d'évolution à leur moto. Que ça soit d'un point de vue aéro ou d'un point de vue moteur. Et ça commence à se faire sentir quand même sacrément là sur les 2-3 dernières courses. Je trouve que ils étaient un petit peu en difficulté quand même chez Aprilia. Et quand tu sais que la tournée outre-mer l'année dernière n'avait pas été très satisfaisante en termes de résultats, c'est là où ça s'était mal passé pour aller chez Spargaro. Je suis pas très rassuré. Alors après, en plus tu as un Aleix Spargaro qui critique énormément la MotoGP, parce que lors de sa dernière interview, il a dit tout joue lors du premier tour, si tu rates ton premier tour, c'est fini. C'est vrai qu'ils n'ont pas les deux pilotes les plus agressifs au premier virage chez Aprilia, mais je trouve que la moto a régressé. C'est pas qu'elle a régressé, c'est que je pense qu'ils n'ont pas apporté suffisamment d'évolution pour rester à leur niveau dans la hiérarchie. Donc oui, ils ont régressé. La moto reste quand même facile d'utilisation, même s'ils ont connu quelques chutes, c'est parce qu'ils poussent. Mais je pense que la moto n'est pas plus difficile à utiliser que l'année dernière. C'est juste qu'ils ont un manque de performance globalement.
que ça soit niveau moteur, que ça soit niveau aéro. Voilà, il y a des équipes qui ont pris de l'avance par rapport à eux. Il y a des équipes qui ont réussi à trouver des petits trucs à faire sur leur machine, alors qu'eux n'ont pas réussi ça. Je poursuis avec Raoul Fernandez. Ça fait une saison et demie. Hein. Je crois que bon, pour Raoul Fernandez, pour moi, la messe est dite. Je ne le vois pas progresser dans la hiérarchie. Voilà, il y a des pilotes, parfois en MotoGP, ça marche pas. C'est pas pourquoi ça marche en Moto3, ça marche en Moto2, en MotoGP, ça marche plus. Voilà. Leur style de pilotage, il n'y a rien qui marche. Raoul Fernandez, j'ai l'impression qu'il fait partie de la catégorie de ces pilotes-là. Il y a des pilotes parfois qui sont pas bons en Moto2, Moto3, et puis quand ils arrivent en MotoGP, d'un coup, on leur découvre un talent incroyable. Raoul Fernandez, qui était une pépite, produit KTM, on va dire, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout en MotoGP. En plus, il était attendu au tournant, hein, Coco, hein, quand même. Et attendu au tournant, ça marche pas plus. Donc, frustrant, je pense, pour Fernandez. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça veut pas du tout pour Fernandez. Donc, grosse déception pour le pilote espagnol. Alors, je ne sais pas s'il a un contrat jusque l'année prochaine, jusqu'en 2024. Mais s'il y a beaucoup de monde sur le marché des transferts, mais ça a l'air d'être parti comme ça, je pense que Coco aura du mal à rester en MotoGP. Et puis, est-ce qu'on lui proposera quelque chose en Moto2 ? Pas sûr non plus. Hein, donc, peut-être pas dans un top team en Moto2, parce qu'il commence aussi à avoir pas mal de beaux noms en Moto2 qui sont un peu bloqués pour le moment, parce qu'il n'y a pas 150 motos en MotoGP. Alors après, il y a la solution Superbike, mais est-ce qu'il aura envie d'aller du côté du Superbike ? Ça, c'est une grande question. Puis je termine avec Alex Marquez. Compliqué, Alex Marquez aussi. Le pilote espagnol, le frère de Marc. Parce que c'est un début de saison frustrant. Je pense qu'il aurait pu marquer pas mal de points. Il aurait pu faire pas mal de résultats, Alex Marquez, sur cette première partie de saison. Et ils n'ont pas vraiment trouvé... il a fait beaucoup d'erreurs. Il est tombé énormément de fois. On sent qu'il est rapide avec la Ducati. Mais il n'a pas trouvé le mode d'emploi encore complètement de la Ducati pour ne pas être obligé de prendre des risques et faire fonctionner sa machine, ou soit c'est lui qui prend beaucoup trop de risques. Et dans ce cas-là, il faut faire un travail mental, un travail de préparation mentale pour qu'il prenne beaucoup moins de risques et soit un peu moins foufou. Mais je pense qu'il y avait une belle opportunité avec le team Gresini de rebondir. Il passe un peu à côté de cette opportunité-là. Il y avait une belle opportunité pour être un pilote un peu moins... pour redorer un petit peu son blason, et c'est pas trop le cas. Et bon, c'est dommageable pour le pilote espagnol parce qu'il y avait de quoi bien faire avec Gresini et ça ne se passe pas aussi bien que prévu. On passe au classement des différents championnats du côté de la moto. Le championnat pilote est emmené par Francesco Bagnaia devant Jorge Martin et Marco Bezzecchi. Brad Binder est 4e, Johan Zarco 5e, Fabio Quartararo est 9e. Du côté des Français, Augusto Fernandez, le seul débutant, est 14e. Du côté du classement constructeur, Ducati est en tête avec 285 points. KTM est 2e, Aprilia est 3e. Match pour la dernière place entre Honda et Yamaha. Et puis du côté du classement par équipe, Pramac est en tête avec 12 points d'avance sur VR46. Ducati, le team officiel, est 3e. On retrouve ensuite KTM, Aprilia, Yamaha 6e, Gresini 7e, Alcer Honda 8, Tech 3 est 9e devant RNF et le team officiel Honda. Nous, on se retrouve donc du côté de la MotoGP. Il faudra attendre le mois d'août avec la course du côté du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça sera le 6 août, donc on se retrouvera lors de ce week-end pour attaquer la deuxième partie de saison qui nous emmènera jusqu'à Valence. Ça sera le 26 novembre prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu.
Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!